Très bien. Donc, bonjour à tous les quatre. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous essayez de vous plonger dans les leçons manquantes, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les totalitarismes et également l'Holocauste. Alors, je vous promets pas de les faire par vidéo, mais on va commencer pour que vous ayez de la matière pour faire de la méthodologie. Et ici, le principe est assez simple, donc c'est un cours en vidéo. Vous faites pause lorsque c'est nécessaire, ce qui me permettra d'aller un peu plus vite. Je ne vous ferai pas le cours dans son entièreté, puisque ça durerait à peu près 20 heures. Et vous n'allez pas regarder ces vidéos pendant 20 heures. Donc je passerai en accéléré. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder les synthèses. Les premières synthèses, vous les verrez apparaître, d'y jeter un coup d'œil, d'avoir une compréhension d'ensemble pour être capable de faire de l'analyse critique de documents. Voilà. Et aussi pour vous entraîner pour le développement construit, qui est une forme d'essai. On verra, on en reparlera. Donc ici, vous êtes dans ce grand chapitre qui vous manquera pour vos premières années au lycée, donc on va essayer de le voir ensemble. L'Europe comme théâtre majeur des guerres totales. Le concept, c'est celui de guerre totale. On va s'intéresser à tout ça. On va commencer avec la notion donc, de Première Guerre mondiale, 14-18, dont vous avez déjà des bases. Je répète, je passe assez rapidement, et vous faites pause quand vous voulez prendre des notes. Notre problématique ici, c'est en quoi la Première Guerre mondiale fut-elle un conflit d'un type nouveau, transformant durablement l'Europe. Et on va s'intéresser d'abord aux phases. Donc les phases, ce sont des ruptures stratégiques qui font que votre conflit va progressivement aller vers sa conclusion. Donc il va y avoir un début, un tournant et une fin. Et chacun doit être capable d'être expliqué par des concepts. Donc là, je fais référence vous avez normalement dans vos premières synthèses en histoire une frise chronologique qui va vous montrer ces phases. Donc vous pouvez la prendre avec vous pour essayer de le suivre. Vous avez également une synthèse qui vous permet de voir aussi avec, ça s'appelle les grandes phases de la Grande Guerre, qui vous permet de voir ces trois phases. Donc ça se lit de la même façon, vous le verrez, de la gauche vers la droite comme en quatrième. Donc je passe rapidement, puisque le but n'est pas de vous faire le cours, mais un rapide résumé. Il faut comprendre que l'Europe de l'époque était dans une situation de conflit. Les conflits les plus anciens étaient entre les Français et les Allemands, puisque l'Allemagne et la France avaient déjà été en guerre en 1870 et la France avait perdu une partie de son territoire. Mais regardez, plus que ça, on a l'Angleterre qui est en conflit avec l'Allemagne, mais c'est pas une guerre ouverte. La Russie également connaît des tensions avec l'Allemagne et l'Autriche. L'Italie, techniquement, est alliée avec certains pays. L'ensemble est très tendu. Regardez, ceci est une carte postale de l'époque avant la guerre, pour montrer que si la guerre n'était pas déclarée, il y avait une situation très tendue en Europe. Les contemporains en étaient conscients. Et avant que la guerre commence, il y avait deux blocs d'alliances, que vous pouvez voir ici, triple entente, triple alliance. Si l'un de ces pays était attaqué, les autres s'engageaient à le défendre. Donc si la France était attaquée, la Russie et l'Angleterre allaient l'aider. Si l'Autriche était attaquée, l'Allemagne et l'Italie allaient l'aider. Ce qu'on appelle donc les deux blocs d'alliance. Et ça va se passer, regardez ici, à Sarajevo. C'est une ville qui se trouve dans l'Empire d'Autriche-Hongrie. Sur place, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre, l'héritier d'Autriche-Hongrie va se faire assassiner. Il se fait assassiner par un nationaliste serbe, donc la Serbie. C'est ce petit État que vous avez ici, qui souhaitait l'indépendance donc de ces peuples que vous voyez, les Roumains, les Croates, les Slovènes. Et pour faire simple, ils espéraient que l'Autriche pourrait éclater si on tuait son héritier. Ça ne va pas évidemment se passer comme ceci. Par contre, la conséquence de cet acte, qui est assez fascinant d'ailleurs, puisque François-Joseph et son chauffeur devaient être abattus donc par ce nationaliste ce jour-ci. Vous êtes le 28 juin 1914, et il se trouve que le chauffeur s'est trompé de rue. En se trompant de rue, ça aurait pu sauver la vie de l'héritier et éviter une guerre qui ferait 10 millions de morts. Mais
il se trouve que l'assassin s'est aussi trompé de rue. Ce qui fait que les deux, en se trompant de rue, se sont retrouvés dans la même rue. Et l'assassinat a eu lieu le 28 juin 1914, et vous allez voir, ça va être le déclenchement de votre guerre. Il va y avoir cet engrenage des alliances, puisque le 28 juin 14, c'est l'assassinat de Sarajevo, dans la ville de Sarajevo, l'héritier d'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, qui se trouve être un allié de la Russie. Et donc, c'est parti. La Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre, ou l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, etc. L'Italie, pour l'instant, va rester neutre, mais elle rentrera dans le conflit. Vous êtes en août 14, c'est le début de votre première guerre mondiale. Donc là, c'est votre synthèse numéro 1, que vous pouvez conserver et voir pour cet engrenage. Le conflit va rapidement de européen à devenir mondial, puisque vos blocs d'alliance sont aussi des empires coloniaux. La France possède un vaste empire colonial, comme l'Angleterre, mais aussi l'Allemagne. Ces pays-là, ou l'Eurasie avec la Russie, ces pays-là vont également avoir des alliances. Donc au-delà des colonies, vous allez avoir le Japon qui va entrer en guerre côté américain, côté français et anglais. Les Ottomans vont rentrer en guerre côté allemand et autrichien. Et progressivement, vous voyez, d'autres pays comme le Brésil, les États-Unis vont s'inscrire dans ce conflit. Le conflit va être véritablement une guerre mondiale, alors qu'il commence comme un conflit européen. Mais par la présence de colonies, des alliances, des affrontements, on va le voir, navals dans différents océans, le conflit va devenir mondial. Voilà, donc on va se battre dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, par sous-marin, par navire de surface. La guerre devient véritablement mondiale. Alors, vous devez être capable de comprendre les grandes phases de cette guerre et comprendre que ça s'organise sur un plan est-ouest. Il va y avoir un front à l'est et un front à l'ouest. On va voir, je vais souvent parler donc du front est et du front ouest. Donc essayez de diviser l'Europe en deux, à l'est et à l'ouest. Là, les Russes vont se battre, là, les Français et les Anglais, contre ce bloc que constitue l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. La guerre va commencer comme on appelle ça une guerre de mouvement. C'est de grandes offensives avec des armées, un peu comme à l'époque napoléonienne, qui cherchent à rapidement écraser l'ennemi en fonçant sur ses centres les plus importants. Ici, on va le voir, c'est la bataille de Tannenberg. Ce sont les Russes qui cherchent à foncer vers Berlin, dans une grande offensive. Ça bouge très vite. Et sur place, l'Allemagne va réagir et imposer une résistance pour stopper cette avancée russe. Mais ça ne se passe pas aussi facilement que les Autrichiens l'espéraient. Les Anstoß ont puis a labouré brutalement la terre en projetant un jet de sable alentour. Nous étions couchés sur le sol, haletant et exténués. Mon cœur éclatait presque d'épuisement. L'attaque russe coûte 350 000 hommes aux Autrichiens. Morts, blessés ou faits prisonniers. Au même moment, au nord, les Russes envahissent également l'est de l'Allemagne. Les chefs allemands, les généraux Hindenburg et Ludendorff, rassemblent leurs forces pour résister à l'avance russe. Le 26 août, les armées russes et allemandes s'affrontent violemment. Ce fut la bataille de Tannenberg. Un témoin anglais décrit l'ampleur sans précédent de l'engagement. Le front de cette terrible bataille était très étendu. Les Russes ont déclaré y avoir engagé 3 millions d'hommes. On recourt beaucoup plus au combat rapproché qu'auparavant, même en terrain découvert. Tannenberg est une victoire mémorable pour l'Allemagne. Elle est célébrée par ses chefs. L'une des batailles les plus remarquables de toute l'histoire avait été livrée. Cette bataille était un glorieux triomphe pour chaque officier, pour chaque soldat et pour tout le pays. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se réjouissaient. Le monde restait silencieux. Près de 100 000 soldats russes sont faits prisonniers. 50 000 autres sont tués ou blessés.
En quelques semaines, l'Allemagne a repoussé l'invasion russe. Elle est maintenant déterminée à tenter une nouvelle percée à l'ouest. Voilà, donc là, ça vous donne une petite idée. C'est ce qu'on appelle une guerre de mouvement. Deux armées vont s'entrechoquer. C'est la bataille de Tannenberg sur le front Est, en août 14, dès le début de la guerre. L'Allemagne va remporter la victoire, les Russes sont repoussés et pourchassés par les Allemands. Donc ça va très vite. Là, on a une avancée rapide des forces allemandes en Russie. C'est cette guerre de mouvement. Qu'on va retrouver également sur le front Ouest. Les Allemands foncent vers Paris. Et regardez, on est sur l'échelle, on entendait les canons allemands très proches de Paris, on les entendait de la capitale. Les Allemands, pour essayer de foncer vers Paris, vont envahir la Belgique, passer par le nord. La Belgique est neutre, mais il n'y a aucun problème pour l'Allemagne, ils passent à travers. Foncent vers Paris, les Français paniquent à l'idée de perdre la guerre si rapidement. Ils envoient toutes leurs forces en septembre 1914, un mois après le début de la guerre, on risque de la perdre. C'est la bataille de la Marne, c'est comme la bataille de Tannenberg, en septembre 1914. Un énorme affrontement aux portes de Paris a lieu, c'est une guerre de mouvement aussi, de vastes corps d'armée s'affrontent très rapidement. On a de la cavalerie, on a des charges d'infanterie, l'artillerie est très mobile, et au final c'est une victoire française. Les Allemands, après avoir marché pendant plusieurs semaines pour se rapprocher de Paris, sont épuisés et doivent reculer une centaine de kilomètres en retrait de manière à stabiliser leur front. Mais là, on est bien dans un cas de figure où on est dans une guerre rapide, mobile, une guerre de mouvement. Donc c'est la première phase de cette guerre qui va durer quelques mois, où les deux blocs s'affrontent très rapidement, mais s'épuisent en fait à déplacer leurs forces si vite. Puisque, on l'a vu ici, rapidement, la guerre de mouvement va laisser place à autre chose. Les deux forces, on est en décembre 1914, quelques mois après cette guerre de mouvement. Les deux fronts ne bougent plus. On va stabiliser tout ça, et sur le front, chaque camp va creuser des tranchées. C'est les fameuses tranchées donc qu'on connaît de l'histoire. Vous êtes en décembre 1914, ce n'est plus une guerre de mouvement, c'est désormais une guerre de position. Ces tranchées ne bougeront pas pendant 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de les déplacer, mais elles ne bougeront plus, car on va voir que l'avantage va être à la défense. C'est ce qu'on appelle une guerre de position. C'est votre deuxième phase, elle commence à partir de décembre 1914. Un exemple de cette guerre de position, c'est la bataille de Verdun. Alors, il y a d'autres batailles. Là, c'est une bataille qui a lieu un peu plus tard. Regardez, elle va durer tout de même pendant 10 mois, de février à décembre 1916. Pourquoi elle nous intéresse? Parce qu'elle est vraiment représentative de cette guerre de position. On va avoir une pluie d'obus. 2 millions d'obus vont être tirés le premier jour. 30 millions pendant la totalité de la bataille. Ça se passe sur un terrain assez étroit, ce qui fait qu'on a tiré au total sur l'ensemble de la bataille 10 obus au centimètre carré. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, Maya par exemple, vous êtes assis sur une chaise qui fait à peu près, on va dire, 900 cm carrés, 30 sur 30. Ça veut donc dire que pendant 10 mois, vous devrez être capable, en restant assis sur cette chaise, de survivre à la chute de à peu près donc 9000, ça ferait donc de 10 000 obus. Ce qui est quasiment impossible. Il est évident que vous seriez au moins blessé, si ce n'est malheureusement tué, et donc la seule façon de tenir votre défense sera de vous remplacer. Et c'est ce qu'on va faire, on va remplacer les hommes qui meurent les uns après les autres. Cette bataille va faire 700 000 morts. Regardez ici, des villages comme le petit village de Fleury à côté, va être repris et re-repris 16 fois par les deux camps, sans véritablement de bénéfice, juste pour le mois de juillet. Ce petit village repris 16 fois, rien qu'en juillet, ce qui fait qu'en août, il va être repris et re-repris par les deux camps. On n'avance quasiment plus. 700 000 morts, pour au final avoir avancé de combien? D'à peu près 3 km. Ça fait un énorme bilan, et à ce rythme-là, on calculait que si les Allemands, avec ce niveau de perte, voulaient arriver à Paris, le dernier Allemand serait mort
avant d'avoir mis un pied en fait sur les Champs-Élysées. Car ce type de guerre consomme beaucoup trop de soldats par rapport à une faible progression. Je vais vous montrer une vidéo que vous avez sans doute vue en rapport avec la guerre de position lors de la venue de l'école allemande. Faut attaquer avant de se faire saigner. Baïonnette au canon! 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 Pour la France! En avant! Voilà. Donc ne pensez pas que pendant ce type de guerre, la guerre de position, il n'y a pas de mort ou on ne bouge pas. En fait, on continue en permanence à faire des assauts sur des tranchées que l'on n'arrive pas à prendre. Les tranchées sont trop bien défendues et le nombre de morts en fait ne cesse d'augmenter. Ici, en 2 mois, 100 000 morts, la bataille du chemin des Dames. Ici, la bataille de la Somme, en 6 mois, va faire 1 million de morts. On va avoir la bataille donc de Verdun, 700 000 morts. Ces batailles de position sont extrêmement meurtrières. Donc on pourrait se demander, cette guerre semble être une impasse stratégiquement. Vous avez une guerre de mouvement jusqu'en décembre 14, et puis après un blocage, une impasse stratégique qu'on n'arrive pas à résoudre, la guerre de position. Toutefois, c'est vrai pour le front ouest, parce que sur le front est, la guerre de mouvement ne s'est jamais arrêtée. Les Russes connaissent une situation catastrophique où la plupart de leur pays sur la partie européenne a déjà été occupée par les Allemands. Les Russes connaissent défaite après défaite. Et donc sur place, l'empereur, qui s'appelle l'empereur russe Nicolas II, connaît un problème de prestige puisque ses armées sont en train d'être vaincues par l'Allemagne et son peuple souffre de la famine. Les gens n'arrivent plus à se nourrir tout en étant dans un contexte de défaite. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une révolution. Et là, vous êtes toujours dans ce milieu de la guerre où il va y avoir un tournant. Quelque chose va se débloquer. Et c'est ce qui va se passer ici. Vous êtes en février 1917, Nicolas II est arrêté. Alors l'armée, normalement, c'est censé le protéger, mais c'est une révolution, comme pour la Révolution française. L'armée refuse d'obéir aux ordres, elle prend le parti du peuple qui s'est révolté, et donc Nicolas II est arrêté,
il sera exécuté un peu plus tard. On pourrait penser que la Russie va arrêter la guerre, mais la guerre continue. C'est juste que la Russie n'est plus un empire, elle devient une république pendant quelques mois. Mais en fait, cette république va permettre à quelqu'un d'assez célèbre de prendre le pouvoir. Il est connu pour ses idées communistes. Dans cette Russie déstabilisée et en guerre, son nom c'est Vladimir Lénine. Lénine a des idées communistes qui séduisent. Il est pour le partage des richesses pour les plus pauvres. Et donc Lénine va pouvoir rapidement prendre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la deuxième révolution d'octobre. En février, c'est la première. En octobre, c'est la deuxième. Et cette fois-ci, Lénine ayant le pouvoir, il peut négocier la paix. La Russie sort de la guerre. C'est catastrophique pour les Français et les Anglais, puisque la Russie était un allié important. Désormais, l'Allemagne va pouvoir concentrer ses forces sur le front ouest. Vous êtes donc ici, tout s'est joué en 1917, c'est le tournant, mais la paix, elle, a lieu en 1918. Elle est officiellement signée en 1918. Mais il y a un deuxième événement majeur en 1917. Cet événement majeur, ça va être l'entrée en guerre des États-Unis. C'est pour ça que l'année 1917 est connue comme un tournant de la guerre, un pivot où la guerre va se relancer et se conclure. C'est la fin de votre deuxième phase stratégique. Les Américains vont rentrer en guerre à cause de la guerre sous-marine que mènent les Allemands. Les Allemands coulent tout ce qui approvisionne la France et l'Angleterre avec leurs sous-marins. Mais il se trouve qu'ils vont couler des navires qui transportent des Américains ou des navires américains. Exemple, un navire qui s'appelle le Lusitania. Ce navire est un navire britannique, mais sur place, il va y avoir 200 à 300 Américains qui vont mourir lors du torpillage. Et l'opinion publique américaine va devenir de plus en plus anti-allemande, jusqu'au point où l'Allemagne devient l'ennemi public numéro 1 dans ces États-Unis, pourtant assez isolationniste. Et le président de l'époque, Woodrow Wilson, décide en 1917, avril 1917, de rentrer en guerre. C'est décisif aussi, si la France et l'Angleterre perdent un allié avec la Russie, ils en gagnent un nouveau avec l'Amérique. Et c'est important puisque cette Amérique n'est pas l'Amérique d'aujourd'hui, ce n'est pas une grande puissance militaire. L'Amérique de l'époque n'a pas vraiment d'armée moderne, elle doit la mettre en place, ce qui fait que les Allemands ont peu le temps. Et en plus, cette armée qu'il doit créer, Woodrow Wilson, il faut ensuite la transporter en Europe. On estime que, à partir de 1919, l'Amérique devait avoir 4 à 5 millions de soldats sur le front ouest. Mais c'est dans quasiment 2 ans. Et l'Allemagne s'aperçoit que si elle se dépêche, elle pourrait finir la France et l'Angleterre avant que l'Amérique ait envoyé suffisamment de forces. Ça explique pourquoi. Vous allez avoir, en 1918, une reprise de la guerre de mouvement. Les Allemands vont prendre toutes leurs forces, qu'ils ont libérées du front Est, et foncer vers Paris, en essayant de casser la résistance des forces françaises et anglaises sur place. C'est ce qu'on appelle les offensives du printemps 1918. L'Allemagne veut gagner le plus vite possible avant l'arrivée des troupes américaines. Sur place, regardez, alors que le front n'avait quasiment pas bougé, c'est ce front que vous avez ici en bleu, en quelques semaines, l'Allemagne enfonce les tranchées franco-anglaises et rapidement se rapproche à nouveau de Paris. Si on pourrait penser ici que la guerre risque d'être gagnée, les Allemands ayant gagné sur le front de l'Est. Si les Allemands prennent Paris, il est possible que la France se retire du conflit et que l'Angleterre, se retrouvant seule, doive négocier. Ludendorff knew this could be Germany's last chance to win the war. Even with freed-up German troops flooding in from the east, Ludendorff still didn't have the manpower to launch a general offensive all along the Western Front. So he decided to focus on one part of the line. If he could push the British back into the sea, the French would be on their own, and the war would be as good as won. He came up with a plan called Kaiserschlacht, the Emperor's Battle. His troops would concentrate their attacks in a series of powerful punches. The first punch was aimed to drive a wedge here
between the British and the French, where the two armies met, just east of the city of Amiens. The German infantry were here, in a series of trenches skirting round the town of St. Quentin. Just a few hundred meters away across no man's land were the British infantry in their trenches. Their heavy guns further back, here and here. Usually an infantry attack was preceded by a long indiscriminate bombardment, lasting days if not weeks, to clear a path through enemy defences. The problem was that these long bombardments gave the enemy plenty of warning that an infantry attack was imminent. This time, Ludendorff planned a barrage of just 5 hours, but with more artillery guns than ever before. For the first 2 hours, a mixture of gas and high explosive shells would target the British artillery positions back here. Then they would fire on the British infantry positions further forward. The bombardment would keep the British hunkered down in their trenches. Exactly 5 hours after the bombardment started, the elite force of German stormtroopers would begin their advance. Ludendorff hoped that this artillery fire plan, coupled with the stormtroopers, would cause such mass confusion that the entire British front line would fall apart in just one day. All morning, the stormtroopers forced their way through gaps in the Allied lines, which were already weakened by the artillery barrage. Armed with light machine guns, hand grenades and flamethrowers, they swarmed forward. Whenever they came up against particularly stubborn resistance, they'd skirt around it, looking for weak points elsewhere and seeking out the more exposed artillery positions in the rear. The stormtroopers left the job of mopping up any remaining strong points to the main infantry force moving up behind. Thousands of British troops were cut off and surrounded and forced to surrender in this remorseless attack. Thousands more, suffering from the effects of gassing, coughed and staggered their way to the rear where they hoped to find some shelter. By midday, the British troops facing the attack had lost a third of their number. Donc ici, on pourrait penser que l'Allemagne est sur le point de gagner la guerre. Et pourtant, c'est l'inverse. Si, vous voyez, la progression a été beaucoup plus rapide qu'en 3 ans, alors qu'ils ont fait ça en quelques semaines, en rassemblant leurs forces du front de l'Est. Mais si je vous montrais une progression par jour, vous verriez une forte progression les premiers jours. Et progressivement, une progression de plus en plus faible jusqu'à ce que la progression en fait soit nulle. Pourquoi ? Car les Alliés, les Français et les Anglais, avec l'aide des Américains, ont eu le temps de se préparer en 3 ans. Il n'y avait pas seulement une ligne de tranchées, vous en aviez en fait des dizaines les unes derrière les autres. Ce qui fait qu'à chaque fois que les Allemands prenaient une tranchée, à chaque fois que les Allemands prenaient une tranchée, vous aviez, si j'arrive à enlever ça, à chaque fois que les Allemands prenaient une tranchée, vous aviez une autre tranchée derrière à prendre. Ce qui rendait en fait la tâche infiniment complexe pour les Allemands, puisque chaque tranchée prise, ça les démoralisait, il y avait toujours une tranchée derrière. Et au final, leurs hommes vont tout simplement se faire massacrer par les mitrailleuses franco-anglaises et américaines. Et rapidement, à un moment, l'Allemagne va être épuisée, faute d'avoir des soldats. Les Anglais, les Français, avec l'aide des nouvelles troupes américaines, vont eux aussi faire une énorme contre-offensive pendant l'été 1918. Et la guerre va de plus en plus vite. On reprend une guerre de mouvement, les Allemands se retirent de leurs tranchées et reculent de plus en plus vite. Donc là, vous êtes vraiment dans la troisième phase, après le tournant de 1917, entre l'offensive allemande pendant le printemps, et la contre-offensive alliée pendant l'été, la guerre redevient une guerre de mouvement. Et cette phase va être très rapide, puisque l'Autriche-Hongrie va capituler en novembre 1918, l'Empire ottoman un peu avant, alors le chapitre est sur l'Europe, donc on s'est concentré sur l'Europe. Au final, l'Allemagne se retrouve toute seule au mois de novembre 1918 à faire la guerre. Et donc,
elle décide le 11 novembre 1918 de renoncer à combattre. C'est ce qu'on appelle la signature de l'armistice. Un armistice ici, donc vous avez l'émissaire allemand qui vient voir les émissaires français, américains et anglais pour demander de cesser le combat. C'est une victoire pour les Alliés, une défaite pour l'Allemagne, et on verra les conséquences que cela aura. Donc vous avez ici vos 3 phases que vous retrouvez, votre guerre de mouvement au début et à la fin, votre guerre de position qui va durer l'essentiel, avec votre tournant, avec la Russie et les États-Unis. La guerre finira donc le 11 novembre 1918, un exemple de bataille de position, Verdun. Votre phase se retrouve donc ici, enfin vos phases se retrouvent décomposées en 3 parties, c'est votre synthèse. Ici, ce que je vous recommande, c'est jeter maintenant un coup d'œil sur la méthode du développement construit. Voici une partie d'un chapitre, et vous verrez, le développement construit est fait pour vous montrer comment on crée à partir de ceci, ce qu'on appelle donc un essai, un développement construit. C'est relativement simple. La difficulté, c'est qu'il y en a une 60aine comme ceci. Et que vous êtes au lycée, mais les 3e français sont encore au collège. Il faut maîtriser de la culture générale. Il faut donc apprendre tout ceci. Vous devez être capable d'expliquer, de faire une introduction selon la méthodologie, de rappeler, d'organiser vos idées clairement en 3 parties et de soutenir vos parties avec des exemples historiques. On verra ça sans doute ensemble sur une prochaine partie. Pour aujourd'hui, donc, jetez un coup d'œil au développement construit, regardez la méthode, essayez de comprendre, et vous pourrez me poser vos questions vendredi. Donc on a fini pour aujourd'hui. Vous ne quittez pas la salle, vous attendez la fin de l'heure, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez totalement maintenant essayer de comprendre la méthodologie ou de vous poser des questions si vous en avez. Pour le reste, Maya, Jérémy, Léo et Liliane, bonne journée.